Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef, on se retrouve pour la petite review de l'épisode 7, ou 8, je sais plus, de la saison 6 de My Hero Academia. Un épisode sympathique, mais pas dénué de petits défauts selon moi, on va détailler tout ça après, avant petit instant autopromo comme d'habitude. Arena, tome 1 et 2 disponible dans toutes les librairies. Il y a aussi la version Webtoon qui est disponible sur la plateforme Webtoon Factory. Les liens sont dans la description. T'aimes bien la grosse bagarre, t'aimes bien les psychopathes, t'aimes bien les plans genre Light Yagami. Eh ben tu vas regarder Arena, Masterclass, futur classique. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler. C'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là j'ai craqué. Bon alors ce petit épisode de My Hero Academia, alors comment dirais-je? J'ai l'impression que cet épisode est un peu foiré. Alors pourquoi un peu foiré? Parce que j'ai l'impression qu'ils ont tout voulu... J'ai l'impression que l'intention de l'épisode c'était de monter en tension et qu'en fait, en tout cas pour moi, ça n'a pas trop marché. J'ai trouvé que ça tombait un petit peu à plat. Alors j'ai bien aimé l'idée évidemment de laisser les réservistes, c'est-à-dire les élèves de UA, s'occuper de Gigantomachia parce que en fait c'est la dernière ligne qui reste pour tenter de l'arrêter. Tu vois Momo qui prend un peu du galon et qui essaye de diriger les troupes en faisant un plan. Mais tu te dis, ouais, le plan est un petit peu foireux en fait. Parce que leur plan, c'est quoi? C'est de faire manger de la morphine à un méchant. Mais le truc qu'ils trouvent à faire pour essayer de l'avoir, c'est de lui forcer à ouvrir la bouche et lui jeter la bouteille dedans. Alors j'ai envie de dire, je vais faire mon gars un tatillon, mais elle aurait pu fabriquer des flingues, des canons, quelque chose pour propulser le truc un peu plus vite. J'ai trouvé le plan un peu simpliste, pas très élaboré, et franchement, je sais pas, c'est peut-être dans la mise en scène, je trouve qu'il manquait quelque chose, j'ai pas ressenti de tension, j'ai plus ressenti de la frustration, en mode putain, ça avance pas, qu'est-ce qui se passe? Alors que dans le manga, des souvenirs que j'en ai, ce combat est quand même beaucoup plus rythmé, beaucoup plus impactant, j'étais beaucoup plus pris dans ce combat, si on peut appeler ça un combat. Dans le manga et dans l'animé, j'ai trouvé juste que ça faisait remplissage, alors que ça aurait pas dû être le cas en fait. Je sais pas si c'est bien clair ce que je dis, et je pense pas que je suis le seul à avoir ressenti ça. Et c'est pas la première fois que je fais cette réflexion sur l'animé My Hero Academia. J'en avais déjà un petit peu parlé quand j'ai commencé les petites revues de la saison 5 à l'époque, sur mon autre chaîne. Là, j'ai l'impression que ça retombe un peu dans ses travers, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression qu'il fasse énormément d'efforts pour le coup. J'ai l'impression que c'est vraiment juste adaptation stricto sensu, quoi. On met ce qui a marqué dans le manga, mais on cherche pas spécialement à le sublimer. Et ça, c'est un petit peu dommage. Oui. Donc épisode un peu frustrant, surtout le passage où t'as la Mina qui arrive à passer à travers le mur de flamme et qui va lancer la canette. Et puis tout d'un coup, elle entend la voix de Gigantomachia, et puis elle a des flashbacks du Vietnam. Oh non, c'est le méchant qui m'a fait peur quand j'étais plus petite et qui m'a motivé à devenir un héros pour surpasser cette peur. Et du coup, la connasse a fait oh non, je tire à côté. Je sais pas pourquoi, pareil, dans le manga, quand j'ai vu cette scène, ça m'a pas énervé, j'étais dedans. Là, je l'ai vu, j'ai juste eu envie de l'insulter. J'ai fait espèce de pute, pourquoi tu vises pas mieux? C'est quoi ça? J'ai eu l'impression qu'on me construisait du suspense. Après, je pense que c'est vraiment une question de mise en scène en fait. Hein. J'ai l'impression qu'on me construisait du suspense et la scène était lente en fait. Ça s'est pas passé en un quart de seconde comme quand tu lis le manga, c'est vraiment genre je vais jeter. Tu sais pas pourquoi, elle met 3 plombs à faire. Et puis tout d'un coup, elle a le temps de faire son flashback. Et elle est toujours là, et puis, oh non, j'ai jeté à côté. Ça m'a énervé, ça m'a énervé. Alors je comprends l'intention derrière, mais pour le coup, c'était vraiment plus frustrant qu'autre chose. J'ai pas trouvé ça palpitant, alors que j'aurais dû me dire, ah, intéressant, elle a pas encore tout à fait surpassé ses traumatismes. Quoique même ce personnage de base, on s'en bat les couilles. Hein. En vrai, en vrai, je vais être honnête, je pense que les 3 quarts des personnages, des élèves de la classe de UA, on s'en bat un peu les couilles. Hein. Le mec qui fait des éclairs, on s'en bat les couilles. La Mina, on s'en bat les couilles. La Floppy, elle est sympa, mais on s'en bat les couilles aussi pareil. Hein. Des seuls qui sont vraiment intéressants pour moi, je trouve, bah, c'est évidemment le trio de tête avec Todoroki, Bakugo, Midoriya, Momo et Oshako éventuellement. Le
Le reste, pas fou, hein. Et peut-être Tenya, encore que, mais le reste, en vrai, on s'en bat les couilles. Hein. L'autre qui jette des boules de caoutchouc, l'autre qui fait du scotch, on s'en bat littéralement les couilles. Et la Mina aussi, en fait, moi, personnellement, je m'en bats les couilles, je la trouve pas spécialement intéressante. Elle a pas eu de scènes qui m'ont spécialement marqué, qui m'ont spécialement donné un certain affect au personnage. À part voir des fanarts Tetchi où elle monte son gros boule rose, franchement, le personnage sert pas à grand-chose, en vrai. Donc t'as ça déjà, plus la scène qui dure 3 quarts d'heure, plus qu'elle se met à rater comme une connasse. Tu fais, vas-y, bouge quoi. Donc ouais, non, j'ai pas aimé du tout cette partie de l'épisode. Alors encore une fois, dans le manga, c'est super intéressant. Surtout quand on connaît la finalité du truc, tu te dis, ouais, il se passe des dingueries, tu vois. Et là, j'ai pas eu cette sensation de dinguerie, j'ai eu une sensation de remplissage. Et c'est bien dommage, oui. Et vient aussi, parce qu'à un moment, j'ai cru que ça allait décoller quand Red Riot s'est vénère. Et bizarrement, bah, ça n'a pas plus décollé que ça. Je m'attendais à qu'il nous fasse une petite masterclass, le Red Riot. Et finalement, bah pareil, c'est un peu tombé à l'eau. Je fais ouais, bah les couilles. En fait, l'épisode, au risque de me répéter, a pas vraiment réussi à décoller à ce niveau-là. Et c'est bien dommage. Même à un moment donné, il se retrouve avec des canons anti-aériens. Je dis bon, ils sortent d'où? C'est Momo qui les a fabriqués. Bon, j'ai envie de dire, bon, frérotte... T'aurais commencé par ça, on aurait peut-être gagné du temps en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Tu fais des obus chargés à la morphine ou alors tu fais un gaz. Parce que ils disent oui, le seul moyen de l'endormir c'est de tomber par voie orale. J'ai envie de dire non, déjà. Bon, il y a le suppositoire qui est toujours possible, hein, parce que le gars fait 25 mètres, il doit avoir un fion assez énorme. Là, c'est juste pour la blague. Mais t'aurais pu aussi le gazer, en fait. Tu fais des petites... je sais pas, tu fais en mode fumigène, le gars il doit bien respirer à un moment donné, ça aurait peut-être pu marcher. Bon après le risque, c'est que t'endormes tout le monde, parce que voilà, mais en vrai, gaz ça aurait pu très bien marcher aussi, mais bon, admettons, j'ai trouvé cette partie-là un peu ratée en termes d'adaptation. Voilà, je le dis, je le redis, c'est tout. En revanche, la seconde partie de l'épisode, enfin, est-ce qu'on peut appeler ça la seconde partie? J'ai envie de dire plutôt la fin de l'épisode était plus intéressante. Évidemment, on revenait au combat un peu principal entre Shigaraki et les héros, avec Endeavor, avec Bakugo, avec Midoriya, avec Aizawa, avec aussi Grand Torino. Là, c'était plus intéressant parce qu'encore une fois, bon, le combat en lui-même était pas foufou, l'animation était pas fofolle, mais le sujet était plutôt intéressant. On a eu un petit dialogue de Shigaraki qui était très intéressant, qui revenait encore une fois sur ses motivations. C'est-à-dire que tu as Endeavor qui fait de toute façon la destruction sans idéaux ne nous fera jamais flancher. Et il fait non mais bâtard, t'as rien compris, j'ai des idéaux, c'est juste que c'est pas les mêmes que les vôtres, vous pouvez pas comprendre. En fait, la sauce, et là c'est un propos super intéressant je trouve, c'est selon Shigaraki, la société super-héroïque, le fait de mettre des espèces d'anges gardiens, des garants de la paix et de la sécurité au-dessus des citoyens qui pourtant ont eux-mêmes des super-pouvoirs et pourraient a priori être capables d'endiguer le mal à peu près eux-mêmes, le fait que en fait, ils se sont fait les garants de la bonté, mais en fait, c'est pas ce qu'ils ont fait, en fait. Selon le point de vue de Shigaraki, c'est plutôt qu'ils ont enlevé aux gens l'occasion d'être bons, et que les gens ont préféré... c'est ce qu'on voit dans son petit flashback, quand il est gamin et qui traîne dans la rue et qui demande de l'aide, bah les gens le font, non mais t'inquiète, il va y avoir un héros qui va venir te sauver, moi je continue ma life, en fait. Donc, le fait que de surprotéger, de faire une société où l'humanité est surprotégée, ça a déshumanisé les gens qui se sont dit bah je suis pas responsable, c'est au héros de régler le problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc je trouve ce point de vue-là de Shigaraki un peu défendable, même si ses méthodes sont extrêmement extrêmes bien sûr, mais son point de vue est plutôt défendable je trouve. Donc je trouve le point de vue de Shigaraki plutôt intéressant, et puis il y a le côté aussi, ouais vous êtes des super-héros, des parangons de vertu, mais finalement tout ce que vous sacrifiez pour faire ça, pour faire passer pour des héros, pour être soi-disant une mission noble et tout ce que vous voulez, vous le faites aux dépens de vos familles, et finalement, en protégeant soi-disant le monde, bah en fait vous l'abandonnez, vous le déresponsabilisez, et du coup les gens qui souffrent, vous les mettez qui souffrent réellement et qui ont besoin de vos têtes, vous les mettez finalement un petit peu de côté. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce qui est arrivé avec ma grand-mère, parce que sa grand-mère, j'ai oublié son nom, hein, qui était un peu la boss, la sensei, une des sensei de All Might, qui était la précédente détentrice du All for One, non, du One for All, avant All Might, a fait ça, c'est-à-dire que dans sa lutte contre le mal, elle s'est retrouvée à être obligée
de faire le choix, bah elle était pas obligée, mais elle a fait le choix d'abandonner son fils pour protéger le monde, et paradoxalement pour protéger son fils, sauf que son fils n'a jamais compris ça, et du coup, c'est ça qui est assez intéressant avec Shigaraki, qui est un petit peu paradoxal, c'est le gars détestait son père, mais finalement, reprend un peu les idéaux de son père, finalement. Donc je trouve le personnage un peu plus complexe qu'il pourrait y paraître, plutôt intéressant. Voilà, moi j'aime bien ce genre de vilain, ce genre de construction de méchant, de ce genre de motivation. Et finalement, quand tu vois, tu vois Shigaraki qui réussit à tirer sa balle dans la bûche d'Aizawa, il le sort en te faisant un discours de héros en fait. Il te dit ouais, ma motivation, mes idéaux vont me pousser, je dois me surpasser. Et il y arrive en fait. Il est transcendé par son but, par son objectif. C'est ce qui arrivera à un Naruto, c'est ce qui arrive habituellement à un Midoriya, mais là non, ça arrive à lui. Ce qui montre qu'il est finalement le rival du héros, parce que c'est lui le vrai rival en réalité du héros, ou le méchant dans les shonen finalement, ne sont que une version pervertie du héros. Et d'ailleurs j'en parle dans mon livre, Manga Story, disponible dans toutes les librairies, j'ai un chapitre là-dessus, qui est incroyable. Et cet épisode confirme ma théorie, c'est-à-dire que le méchant est toujours en fait le héros perverti, qui a plus ou moins les mêmes motivations, qui a plus ou moins le même objectif. Ce qui change, c'est le point de vue sur le monde. Et au même moment, il y a quand tu vois qu'il pine Grand Torino, il y a Midoriya qui est né, qui chiale, qui fait « Oh, il faut que je transforme ma colère en puissance !» Sauf que ça marche pas, il réussit pas à se transcender sur ce coup-là. Pourquoi? Bah parce que je pense que Midoriya doute en fait, il doute, est-ce qu'il a pas raison le Shigaraki en fait? Est-ce que je défends vraiment quelque chose de bien? Est-ce que c'est le bon modèle? Est-ce que je ne fais pas fausse route finalement? Et voir le méchant plus motivé que le héros, c'est quand même quelque chose d'assez important, impactant, et c'est encore une fois super intéressant à traiter. Oui. Et l'épisode se termine sur un suspense incroyable, Aizawa qui se prend la balle anti-alter, on se dit oh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il est en train de sortir son canif, donc il va très certainement, je me souviens plus de ce machin, donc peut-être que je spoil sans faire exprès, il va très certainement se couper une guibole. J'ai envie de dire pourquoi pas. Bon, par contre, va falloir m'expliquer comment marchent les pouvoirs d'Aizawa, parce que pendant la séquence, je pensais qu'il fallait que le mec qu'il vise avec son truc anti-alter, son pouvoir qui annule les alters, doit être dans son champ de vision. Le problème, c'est que pendant toute la séquence, le Shigaraki, il est caché derrière la main du dragon, là. Donc à partir du moment qu'il est plus dans son champ de vision, du coup, il pourrait pouvoir utiliser ses pouvoirs. Ou alors c'est moi qui ai mal compris. N'hésitez pas à m'expliquer dans les commentaires si j'ai mal compris. Ou alors il suffit qu'il voit un bout de jambe ou quelque chose pour que ça marche. Je sais pas trop. Mais en tout cas, cette seconde partie de l'épisode était beaucoup plus intéressante que la première. En tout cas, beaucoup plus réussie. Même si l'animation était un petit peu cheapos. Mais j'ai bien aimé le flashback le flashback de Grand Torino. Par rapport à... Bah, Shimura, du coup, c'est ça en fait, la meuf qui était avant All Might. Je crois que c'est ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant, je trouvais ça plutôt juste, et en termes de shonennerie, c'est très intéressant, et en termes de super-héros au sens large, je trouve que c'est très juste, une fois de plus. Voilà, un épisode, somme toute, finalement assez sympathique, même s'il y a beaucoup de déchets, je trouve. Je trouve que ça aurait été, c'est dommage, ça aurait dû être beaucoup plus grandiloquent que ça. Bon, après, c'est que la première partie du combat, hein, il y a la deuxième partie qui arrive très certainement la semaine prochaine, où là, il y a des chances qu'on ne soit pas prêt. On verra bien comment ils vont traiter ça. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de My Hero Academia. Comme d'habitude, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette review, et aussi pour le référencement qui est très très important, hein, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide. Oui.